Vous venez de toucher 100 000 € ou vous avez cette somme qui dort sur un compte bancaire, ça tombe bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode pour réussir à investir ces 100 000 € de façon optimale. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je vous explique comment investir 10 000 € et elle a battu tous les records de vues, vous l'avez adoré. Du coup, dans cette vidéo, on va monter en gamme et on va passer sur 100 000 €. Vous allez voir que la stratégie est quand même assez différente. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari, la chaîne qui vous aide à booster votre patrimoine. Finari, c'est aussi une application qui vous permet de suivre votre patrimoine et de gérer votre budget. La finance personnelle, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Ça fait des années que je dors, mange finance personnelle. J'en parle toutes les semaines sur le plateau de BFM, évidemment, sur cette chaîne où je vous propose tout le temps des nouvelles vidéos. Avant de passer au sujet de la vidéo, je vous rappelle que si on atteint la barre mythique des 100 000 abonnés avant le 15 avril, je commenterai mon patrimoine dans une vidéo. Alors abonnez-vous si vous voulez voir ça. La première chose à définir, c'est votre profil investisseur. Le profil investisseur, il va se reposer sur 3 piliers: votre objectif, votre horizon de temps et votre capacité à prendre des risques. L'objectif, il est indispensable pour avoir un cap. Il faut savoir où on va et chacun peut avoir des objectifs différents. Ça peut par exemple être acheter sa résidence principale, devenir indépendant financièrement ou tout simplement mettre de côté pour avoir un petit matelas de sécurité. Une fois que l'objectif est défini, on va se concentrer sur la question de l'horizon. À quelle échéance vous allez avoir besoin d'argent? Si vous voulez par exemple acheter une résidence principale, dans les 5 prochaines années, vous allez avoir besoin d'un apport. Cet apport, on ne peut pas le placer comme on va placer de l'argent dont on n'aura pas besoin avant 20 ans. Donc c'est vraiment indispensable de prendre en compte l'horizon de temps pour pouvoir faire ensuite les bons choix d'investissement qui correspondent à ça. Et enfin, il va être important de définir sa tolérance au risque. Est-ce que vous êtes prêt à voir une forte variation dans votre patrimoine? D'expérience, on a tendance à surestimer notre capacité à prendre du risque, donc mieux vaut être conservateur. N'oubliez pas que chaque investissement répond à une logique de couple risque-rendement. Plus c'est risqué, plus il y a un rendement potentiel. Donc il faut être prêt à encaisser d'un côté une certaine volatilité, une certaine variation des prix pour pouvoir espérer avoir des rendements plus élevés. Il n'y a pas d'investissement très rentable sans risque, ça n'existe pas. D'ailleurs, si vous avez plutôt une tolérance élevée au risque, n'oubliez pas que dans cette vidéo, on parle d'investir 100 000 €. Donc forcément, la moindre variation va se faire ressentir. Si par exemple, j'investis 1 000 € et je perds 30%, au final, j'aurais perdu 300 €. Donc évidemment, c'est pas agréable, mais c'est surmontable. Si j'investis 100 000 € et je perds 30%, on parle de 30 000 €. Donc là, on parle de quasiment un an de salaire qui s'envole. Forcément, l'impact psychologique, c'est pas du tout le même si la performance derrière, en pourcentage, elle est exactement pareille. Donc, il faut aussi prendre ça en compte quand on définit sa tolérance au risque. Plus les montants augmentent, plus les variations ou l'impact des variations va être important. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que la passivité est votre pire ennemi. Si vous laissez dormir ces 100 000 € ou n'importe quel montant d'ailleurs sur un livret, ou pire sur un compte bancaire, vous allez peut-être générer un petit rendement. Sur les livrets en ce moment, on est entre 2 et 3%, voire un petit peu plus pour des livrets boostés. Mais en réalité, vous allez perdre du pouvoir d'achat. Vous ne le verrez pas sur votre solde de compte, vous ne le verrez pas sur votre relevé annuel, vous verrez simplement les intérêts versés en plus, donc vous allez lui dire « génial, j'ai gagné plus », mais en réalité, votre pouvoir d'achat aura baissé. L'année dernière, en 2023, l'inflation en France a été de 4,9%, c'est-à-dire que les prix en moyenne sur l'ensemble de nos dépenses ont augmenté de 4,9%. Si vous avez un placement qui rapporte moins que 4,9%, vous perdez du pouvoir d'achat. Si vous voulez battre cette inflation, il va falloir aller sur des placements qui implique un certain niveau de risque et donc potentielle perte en capital. C'est malheureusement toujours le cas, à part quelques rares exceptions. Il faut prendre du risque pour générer du rendement. Le troisième point important, c'est la question de savoir si on se fait accompagner ou pas pour investir une somme qui est quand même très conséquente. Vous pouvez aller voir votre banquier, vous pouvez aller voir ce qu'on appelle un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Il y a plusieurs options qui sont possibles. N'oubliez pas que en France, 95% des banquiers et des conseillers, parce qu'en réalité, c'est le même métier qui se passe derrière, quelques nuances près, ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés sur les produits qu'ils vous proposent. Ça ne veut pas dire que le conseil sera de mauvaise qualité, ça veut simplement dire que vous ne payerez rien. C'est quand vous ferez des investissements que le conseiller ou le banquier, lui, sera payé ou que la banque, par exemple, dans le cas du banquier, augmentera le bonus versé. D'ailleurs, dans le cadre de la banque, souvent, les produits qui seront proposés, c'est les fameux produits maison. Et donc, je vous le cache pas, c'est généralement pas les meilleurs produits qui existent. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller voir votre banquier. Il peut y avoir un intérêt à aller voir un CGP. Sachez qu'il existe des CGP indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rémunérés sur les produits qu'ils vous vendent, mais ils sont bien rémunérés à l'honoraire, c'est-à-dire qu'ils vont vous facturer
soit l'heure, soit un forfait annuel par exemple, pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Ça, c'est la meilleure façon de se faire accompagner. C'est la seule façon qui permet de garantir une indépendance totale du conseil. D'ailleurs, on va parler évidemment d'investissement financier, mais le meilleur investissement, c'est encore d'investir en vos connaissances. Si vous passez 2 heures par mois à lire des blogs, regarder des vidéos, acheter des livres et lire ces livres sur la finance, vous allez progresser, vous allez avoir les clés pour gérer la majorité de ce que vous faites vous-même. Personnellement, je pense que pour 100 000 €, on peut largement se débrouiller tout seul. Par contre, il faut être prêt à investir du temps pour se former et donc acquérir des connaissances qui sont indispensables à la gestion de son patrimoine. Maintenant qu'on a posé le cadre, on va passer aux stratégies. J'en ai sélectionné 5 pour vous permettre d'investir ces fameux 100 000 €. Avant toute chose, il faut que vous gardiez en tête que la clé d'une bonne stratégie, c'est la diversification. Vous connaissez l'adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement la même chose. Et donc moi j'aime bien utiliser la pyramide patrimoniale qui est inspirée de la pyramide des besoins de Maslow et qui va permettre de bien visualiser les différentes étapes nécessaires à la construction d'un patrimoine. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la pyramide elle se construit de bas en haut et on ne peut pas sauter d'étape. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à investir en crypto avant d'avoir un matelas de sécurité, on ne commence pas à investir dans les actifs alternatifs avant d'avoir de l'immobilier. On prend les choses pas à pas. On construit son patrimoine, on monte les étages, on s'assure d'avoir du coup une bonne diversification et surtout on s'assure d'avoir un patrimoine qui est cohérent dans son ensemble, qui va à la fois prendre du risque, donc chercher de la performance, mais en même temps amortir le choc en cas de forte variation de marché ou de crise financière. Allez, c'est parti, on commence avec la stratégie numéro 1. Et celle-là, elle va s'adresser à tous les Français qui ne veulent pas prendre de risques. Vous venez de toucher 100 000 € et donc le premier réflexe, ça va peut-être être de vous dire « je veux surtout pas les perdre et m'assurer d'encore avoir ces 100 000 € dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ». Et donc, cette stratégie va consister à investir uniquement dans des produits à capital garanti avec aucune volatilité au niveau des rendements. La première chose que l'investisseur qui veut surtout pas prendre de risques va pouvoir faire, c'est d'investir dans les livrets, en l'occurrence le livret A, et le livret de développement durable et solidaire. Si on combine les plafonds des deux, on va pouvoir atteindre quasiment 35 000 € avec aucun risque, si ce n'est celui du défaut de l'État. Mais alors là, mes amis, si ça arrive, on aura bien d'autres problèmes. L'avantage de ces deux livrets, c'est que les intérêts ne sont pas fiscalisés, donc ça forcément, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quasiment tous les autres livrets, eux, seront fiscalisés, c'est-à-dire que même si le taux est plus élevé, et généralement il est plus élevé pendant une période donnée parce que c'est un taux boosté pour vous attirer en fait, eh bien vous allez quand même payer des impôts dessus. La seule exception que je ne vais pas adresser ici, c'est le LEP, parce que je considère que si on touche 100 000 €, on n'est probablement pas éligible à ce LEP, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos. Du coup, pour compléter les deux livrets, on va faire du fonds en euros. Le fonds en euros, c'est quoi? C'est tout simplement un produit à capital garanti qui est proposé par un assureur au sein d'un contrat d'assurance vie. Et donc le taux va être défini chaque année par l'assureur en fonction de ce que lui, assureur, arrive à obtenir sur les marchés en plaçant dans diverses obligations. Ce rendement, ça s'appelle la participation au bénéfice. Et d'ailleurs, sachez que de nombreux mécanismes existent pour vous encourager à plus investir sur votre fonds euro ou alors à garder votre fonds euro pendant longtemps. C'est une période plutôt intéressante en ce moment puisque la majorité des assureurs ont besoin de renouveler leur stock d'obligations et donc ils vont encourager la collecte avec des taux très attractifs et énormément de primes. Donc ça peut être un bon moment pour constituer son fonds euro, même si évidemment il faut garder en tête que généralement le rendement du fonds euro est inférieur à l'inflation. On va maintenant passer à l'analyse des résultats de cette stratégie. Pour cette analyse, on va partir du principe que les livrets et le fonds euro, ils vont payer 2% sur les 25 prochaines années. Évidemment, c'est impossible à prédire, mais historiquement, vu que l'inflation elle est aux alentours des 2%, on part du principe que ça sera à peu près similaire, ce qui est plutôt optimiste pour les livrets. Donc 2% pour les livrets, 2% pour le fonds euro et 2% d'inflation aussi. Si j'investis mes 100 000 € aujourd'hui, dans 25 ans, j'aurai 164 000 €, ce qui est plutôt pas mal sur le papier, mais en fait, c'est pas vraiment une bonne nouvelle puisque ces 164 000 € ne m'achèteront absolument rien en plus que 100 000 € aujourd'hui, puisqu'ils auront simplement servi à annuler l'inflation. Concrètement, pour un investisseur qui a envie d'aller chercher de la croissance de patrimoine, qui veut par exemple devenir indépendant financièrement, cette stratégie n'est tout simplement pas viable. Pour la deuxième stratégie, on va changer de salle et on va complètement changer d'ambiance, puisque là, on est sur du 100% bourse. On va donc devenir actionnaire de société et participer au développement de l'économie. La première question à se poser, c'est quelle enveloppe? Plein d'options, PEA, compte titre, PER, assurance vie et j'en passe. Dans
notre cadre ici, vu qu'on veut investir 100 000 euros, je pense que la meilleure option, c'est un PEA, à condition évidemment de rester en France. Si vous voulez vous expatrier, il faudra revoir ce choix puisque les avantages fiscaux n'auront pas vraiment d'intérêt. Donc, PEA, je rappelle qu'au bout de 5 ans de détention du PEA, et si vous n'avez pas retiré de somme, vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value, donc vous êtes à 17,2 de CSG-CRDS sur les plus-values, ce qui est un taux quasi imbattable en France. Le plafond des versements du PEA, c'est 150 000, donc ici on sera assez loin, pas de problème, on pourra investir l'entièreté des 100 000 euros. Du coup, la question à se poser, c'est quel courtier ou quelle plateforme va-t-on utiliser? Ma recommandation ici, c'est de passer plutôt par un acteur en ligne puisque les frais sont beaucoup plus bas, beaucoup plus transparents et ça va être aussi beaucoup plus simple à gérer. Figurez-vous qu'il y a encore des PEA, il faut passer des coups de fil pour exécuter des ordres. Donc ça, on veut vraiment pas tomber dans ce type de scénario puisque ça va coûter très cher et être très pénible à gérer. D'ailleurs, un point clé, c'est les frais de courtage que vous allez payer. Si vous investissez 100 000 euros, les frais vont commencer à être très conséquents. On va parler de centaines, voire de milliers d'euros si vous investissez tout d'un coup. Donc, il va falloir être très vigilant à choisir la plateforme la moins chère avec la tarification la plus attractive. Vous pouvez compter sur nos amis courtiers pour faire des tarifications incompréhensibles, mais sachez que sur le forum de Finari, on a eu énormément de discussions sur la plateforme la moins chère. Je vous mets par exemple un lien vers un sujet ici et vous pourrez aller le voir. Mais il y a plein de sujets qui permettent d'aborder cette thématique qui est vraiment importante à garder en tête. Maintenant qu'on a choisi l'enveloppe, il faut choisir ce qu'on met dedans, c'est-à-dire les supports. Et ici, on a le choix entre deux stratégies. On peut faire du stock picking, c'est-à-dire choisir des valeurs individuelles, donc concrètement acheter par exemple LVMH ou Total, ou alors on peut avoir une stratégie ou une approche passive et plutôt acheter des ETF qui vont simplement répliquer le CAC 40, le Nasdaq 100, le MSCI World. Alors commençons par le stock picking qui est une option intéressante. Si vous aviez par exemple acheté du Nvidia il y a 10 ans, vous auriez fait aujourd'hui plus 17 000% de plus-value. Donc c'est absolument incroyable. Petite parenthèse, on ne peut pas acheter de Nvidia sur son PEA parce que c'est un titre américain. Si on compare cette performance à celle du MSCI World, on se rend compte que Nvidia explose tout puisque le MSCI World affiche à peine plus de 100% de performance sur la même période. Attention, ici, il fallait avoir une conviction forte et tenir le titre très longtemps. Sachez, et je pense que j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, les gérants professionnels, dans leur majorité, n'arrivent pas à battre le marché. C'est extrêmement difficile. Il y a énormément d'études qui le démontrent, notamment l'étude Spiva, qui je pense est mon étude préférée. Entre 85 et 90% des gérants n'arrivent pas à battre leur indice, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à battre le marché, qu'ils soient aux États-Unis ou en Europe, qu'ils investissent sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour un particulier, du coup, c'est très difficile. C'est possible évidemment, puisqu'on a aussi moins de contraintes. Un gérant professionnel va devoir respecter tout un tas d'obligations. Donc on a moins de contraintes, mais par contre, il faut être prêt à investir beaucoup de temps et c'est beaucoup plus incertain. Donc ici, ma recommandation, ça va être de plutôt privilégier l'autre approche qui est l'approche passive. Et pour ça, il y a un instrument qui est extrêmement simple, dont on a aussi beaucoup parlé, c'est les fameux ETF. C'est tout simplement des fonds indiciels qui vont s'échanger comme une action en bourse. Ces fameux ETF, ils vont tout simplement répliquer un indice pour un frais de gestion qui va être très faible. Donc c'est une option très intéressante pour investir de façon hyper diversifiée puisqu'on va acheter d'un coup, d'un seul, par exemple, l'entièreté du Nasdaq 100 ou l'entièreté du S&P 500 ou l'entièreté du Eurostoxx 600. Et en plus, on n'aura pas à prendre de décision de gestion puisque notre stratégie, ça va simplement consister à suivre le marché et ça, c'est l'ETF qui s'en occupe. Donc, on achète l'ETF, on suit le marché et on n'a absolument rien à faire. D'ailleurs, une stratégie qui peut être intéressante, surtout dans un PEA, ça peut être d'acheter un ETF S&P 500, donc par exemple 80 ou 90% d'S&P 500, et à côté, d'acheter quelques titres européens qu'on aime beaucoup parce qu'on pense qu'eux vont surperformer le marché. Il faut savoir que sur des longues périodes, les marchés américains surperforment toujours les marchés européens. Par contre, certaines actions européennes arrivent à tirer leur épingle du jeu et donc peuvent être intéressantes à avoir en portefeuille, mais simplement sur une petite partie de votre patrimoine. Maintenant qu'on a choisi les supports, la question qui va se poser, c'est à quel moment on investit. Et ici, encore une fois, on a deux options. Soit on investit tout d'un coup, ça s'appelle un lump sum investment, soit on va faire du DCA, c'est-à-dire qu'on va investir une certaine somme à une fréquence prédéfinie. Donc par exemple, dans notre cas, on peut se dire qu'on va investir 10 000 euros tous les mois, pendant 10 mois, pour déployer notre capital. L'avantage
du DCA, évidemment, c'est que c'est psychologiquement beaucoup plus agréable, puisque s'il y a une forte baisse au cours du DCA, on va en profiter et on va se dire « j'ai fait une bonne affaire » ou « j'ai fait une meilleure affaire que si j'avais investi tout d'un coup ». Le DCA, c'est rassurant psychologiquement et pourtant, selon une étude de Vanguard, c'est bien le lump sum qui est le plus rentable dans 68% des scénarios qu'ils ont joués dans une étude. Je vais vous mettre le lien ici. C'est assez intéressant et c'est lié à un autre phénomène qui est vraiment important à comprendre, c'est que si vous ratez les 10 meilleurs jours en bourse, vous baissez votre performance de plus de 50%. Donc, le lump sum, lui, il permet d'être investi tout de suite et donc de profiter des fortes hausses, évidemment aussi, malheureusement, de subir les fortes baisses, mais au moins d'être dans le marché. Et ça a plus de valeur que d'essayer d'acheter progressivement. Je ne vous parle même pas de la stratégie de buy the dip qui consiste à acheter les baisses, puisque figurez-vous que les meilleurs jours en bourse arrivent statistiquement après les pires. Donc c'est quasiment impossible de savoir qu'après une forte baisse, il y aura une forte hausse. Cette stratégie en moyenne, elle va vous faire perdre plus de 2,20% de performance annualisée, donc c'est absolument énorme et c'est vraiment pas intéressant dans notre cas. Donc le lump sum, c'est le plus intéressant sur le papier. Par contre, le DCA, c'est ce qu'il y a de plus agréable psychologiquement. Ici, c'est vraiment une question de choix. Les deux options sont intéressantes, mais c'est à vous de savoir avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Du coup, on passe au résultat. Si j'investis 100% en bourse pendant 25 ans, on va partir du principe que je vais avoir un rendement annuel moyen de 8%, ce qui correspond à un peu moins que le rendement de la bourse américaine, mais ça permet d'être plus conservateur. On va aussi partir du principe qu'il y aura une inflation de 2%, comme sur le premier scénario. On va aussi dire que j'ai fait un investissement en one shot, en lump sum, parce que c'est statistiquement l'option la plus rentable. Et du coup, ça m'emmène à 417 000 € de patrimoine au bout de 25 ans. Je ne vais pas prendre en compte l'imposition sur la plus-value. Pour simplifier, ça sera d'ailleurs le cas dans toutes les simulations. La troisième stratégie, c'est celle du 60-40. 60% bourse, 40% obligation. Alors qu'est-ce que c'est une obligation? Là où une action, c'est un titre de propriété, une obligation, c'est un titre de créance. Concrètement, on va prêter une certaine somme, on va toucher des coupons ou des intérêts, puis on sera remboursé du capital ou du nominal à la fin de l'obligation. Les obligations, historiquement, elles sont beaucoup moins volatiles que les actions et elles ont même ce qu'on appelle une corrélation inverse, c'est-à-dire que quand les actions montent, les obligations baissent. Quand les actions baissent, les obligations montent. Et ça permet du coup d'amortir le choc, d'où l'intérêt d'avoir un mix action-obligation dans son patrimoine. D'ailleurs, si on compare notre stratégie 100% action à notre stratégie 60-40, on se rend compte que sur 40 ans, les deux performances ne sont pas si éloignées que ça. Pour la deuxième stratégie, le 60-40, on obtient un rendement légèrement inférieur, mais on a beaucoup moins de volatilité et donc on a beaucoup moins de risques associés. Ça montre bien la validité et l'intérêt de cette stratégie. Cette stratégie, elle est vraiment idéale pour des profils qui sont un peu plus conservateurs et elle pourra facilement s'effectuer avec des ETF. D'ailleurs, on a aussi parlé sur la communauté Finari d'ETF obligataires, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous cherchez des ETF précis dans lesquels investir. Petite précision, on ne va pas pouvoir investir dans des obligations via son PEA, hormis quelques très rares exceptions. Et donc ici, c'est soit le compte titre, soit l'assurance vie qui seront adaptés pour faire cette stratégie. Allez, on passe aux résultats. Nos hypothèses, c'est encore une fois 25 ans d'investissement, 8% de rendement sur la bourse comme dans la stratégie précédente, 4% pour les obligations, ce qui est le rendement historique. On reste sur 2% d'inflation. Ça nous emmène à 315 000 €, ce qui est moins que la stratégie 100% bourse, mais il ne faut pas oublier qu'on a pris moins de risques et donc finalement le rendement ajusté à la volatilité, il n'est pas si mal que ça. Quatrième stratégie, et on introduit une nouvelle classe d'actifs, l'immobilier. C'est vrai que c'est un peu notre dada en France, on adore investir dans la pierre, c'est concret, c'est durable, et c'est vrai que les prix nous l'ont bien rendu, puisque selon la Banque de France, l'immobilier a doublé de prix en moyenne durant ces 20 dernières années, donc c'est un investissement intéressant. D'ailleurs, l'immobilier, c'est aussi une valeur refuge, puisque sur les longues périodes, l'immobilier tend à augmenter. Du coup, on peut combattre l'inflation, et en plus, si on fait de l'immobilier locatif, on peut augmenter les loyers, ce qui du coup va nous permettre d'amoindrir, voire d'annuler les fameux effets néfastes de l'inflation. En France, on a un système qui est quasiment unique, puisqu'on a des taux fixes
lorsqu'on emprunte pour acheter de l'immobilier. Il faut savoir que ça, si vous en parlez à un Américain ou à un Anglais ou à un Polonais, il va faire les grands yeux puisque c'est vraiment très favorable à l'investisseur. Je m'explique. Si par exemple, vous empruntez à 3% et que les taux augmentent, eh bien vous resterez à votre taux de 3% sur toute la durée du prêt. Si vous étiez sur un prêt à taux variable, ce qui va être le cas par exemple d'un Anglais ou d'un Américain, lui, le taux va être réévalué à la hausse à chaque augmentation. Donc ça peut arriver tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Donc ça peut être très violent et ça peut mener à des défauts de paiement. Si au contraire, les taux baissent et passent par exemple de 3 à 1,5%, eh bien vous allez voir votre banquier, vous renégocier le taux pour l'ajuster à la baisse. Donc c'est une protection parfaite contre les hausses de taux et en cas de baisse, vous gagnez aussi. C'est vraiment un système assez unique. Dans la vidéo pour investir 10 000 euros, c'est vrai qu'on avait ignoré l'immobilier physique puisqu'on considérait qu'on n'allait pas avoir assez de moyens pour mettre un apport. Ici, on a 100 000 euros, donc on a carrément les moyens pour mettre un apport et donc aller emprunter et acheter un bien. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on peut faire de l'effet de levier. On peut s'endetter à des taux fixes pour aller s'enrichir et donc c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qu'on aura beaucoup plus de mal à faire, même si c'est possible, dans la majorité des autres classes d'actifs. Pour bien que vous compreniez l'effet de levier, on va imaginer acheter un studio à 100 000 euros, tout frais inclus. On va mettre 10 000 euros d'apport et on va emprunter 90 000 euros. Ce bien, on va le mettre en location et donc il va générer des revenus locatifs. Par contre, il ne va pas permettre de couvrir l'ensemble de la mensualité et des charges afférentes. Donc, on va devoir investir 100 euros de notre poche tous les mois pour aller compenser le manque à gagner. Au bout de 20 ans, vous aurez mis 10 000 euros d'apport, plus 24 000 euros pour compenser tous les mois la différence entre notre emprunt, les charges et les loyers. Et du coup, votre effort d'épargne, ça aura été 34 000 euros. On va partir du principe que les prix de l'immobilier vont augmenter de 1,5% en moyenne sur ces 20 prochaines années. Du coup, notre bien acheté 100 000, il vaudra 135 000 à la fin de la période. Et au final, ça m'aura fait un effet de levier de x4, la différence entre 34 000 euros et 135 000 euros. Et c'est ça la puissance de l'effet de levier. J'ai mis un certain montant et ce montant, il m'a permis d'aller me leverager, d'aller m'endetter et de récupérer au final un capital beaucoup plus important. C'est vraiment la caractéristique unique de l'immobilier. Vous pouvez remercier votre banquier puisque c'est lui qui vous a enrichi et en plus, dans le meilleur des cas et le meilleur des scénarios, vous avez un bien qui s'autofinance, c'est-à-dire que les loyers permettent de couvrir l'ensemble des charges et la mensualité. Donc là, c'est carrément le jackpot. Du coup, quel type de bien on pourrait acheter avec nos 100 000 euros ? Il y a plusieurs options. On pourrait acheter un studio dans une moyenne ville ou une grande ville française, mais il faut savoir qu'il y aura un risque de concentration très important puisqu'on pourra en acheter qu'un. Donc s'il y a un problème, s'il y a un défaut sur ce bien, on va être dans la panade, on est vraiment à l'opposé d'une stratégie de diversification. On pourrait aussi acheter des chambres dans des résidences étudiantes, ce qui coûtera un peu moins cher et permettra d'aller diversifier le risque, mais évidemment, il y a énormément d'inconvénients liés à ça. On pourrait aussi aller sur du parking ou des caves, où là, les prix vont être beaucoup plus bas. En moyenne, un parking, ça peut coûter 10-15 000 euros. Les loyers aussi, évidemment, vont être beaucoup plus bas, mais il y a beaucoup moins d'entretien puisque un parking, a priori, vous n'allez pas faire des travaux toutes les semaines et le locataire ne va pas vous appeler parce que la serrure ne marche pas. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus simple à gérer. D'ailleurs, j'ai fait un Finari Talk si vous voulez investir dans les parkings. Je vous mets un lien juste ici. C'est une classe d'actifs qui est assez mal comprise, mais qui peut être très attractive. À noter que même si la rentabilité sur les parkings est intéressante, généralement, les prix des parkings tendent à ne pas vraiment augmenter. Donc, ce qu'on va jouer sur le parking, c'est vraiment la rentabilité à fond et maximiser son effet de levier. À noter que tous les types de biens que je vous ai présentés là vont nécessiter une certaine gestion, donc ça va être chronophage. Ne vous leurrez pas, l'immobilier locatif, oui c'est rentable, mais oui c'est compliqué, ça prend du temps. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à l'investissement locatif, qu'on regarde différents types de biens, qu'on fasse des scénarios, qu'on aille analyser des annonces, dites-le moi dans les commentaires. Résultat des courses, on est parti du salaire moyen des Français, c'est-à-dire à peu près 2600 euros par mois pour définir combien on allait pouvoir emprunter. Avec un apport de 30 000 euros, on peut espérer emprunter 192 000 euros. On est parti sur un taux de 3%, qui est évidemment inférieur au taux qu'on voit actuellement, mais supérieur au taux sur le long terme. À ça, on ajoute une assurance à 0,05%, puisqu'on est très jeune, relativement peu de risques pour la banque. On va essayer d'emprunter sur 25 ans, ce qui est plutôt optimiste pour du bien locatif, mais on essaye de vraiment mettre toutes les chances de notre côté. C'est possible d'avoir ce genre d'emprunt.
On va aussi partir du principe que le bien s'autofinance pour simplifier le calcul, c'est-à-dire que les loyers permettent de couvrir la mensualité de l'emprunt ainsi que tous les coûts et impôts qui sont liés à ce bien. Du coup, ça nous fait 30 000 € d'apport plus 192 000 € d'emprunt, soit une valeur du bien immobilier ou plutôt du projet, puisqu'il y a évidemment des coûts de notaire, etc. qui sont inclus, de 222 000 €. Vu qu'on a investi 30 000 € dans l'apport, ça nous laisse 70 000 € qu'on va mettre 100% en bourse et on va utiliser la mécanique que j'ai présentée dans la stratégie numéro 2. Du coup, si on fait le bilan des courses au bout de 25 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec un patrimoine de 514 000 €, soit pour l'instant la stratégie la plus rentable, qui a aussi l'avantage d'être relativement diversifiée. Il faut savoir que la seule différence ici, c'est qu'on a utilisé le fameux effet de levier, et donc ça, c'est un avantage énorme. Allez, on passe à la stratégie numéro 5, et celle-là, elle est relativement simple. On va prendre la stratégie numéro 4 et on va ajouter 10% de crypto. Du coup, ça nous fera 60% de bourse, 30% d'IMO et 10% de crypto. Pourquoi la crypto? Parce que dans ma pyramide patrimoniale, c'est la classe au-dessus de l'immobilier et des actions. Donc c'est évidemment un rendement espéré bien plus élevé, mais aussi un risque associé plus important. Il y a énormément de news positives en ce moment autour de la crypto, notamment l'ETF Bitcoin Spot qui a été accepté. Donc aujourd'hui, il y a des gérants comme BlackRock ou Fidelity qui permettent d'investir à des Américains et bientôt à des investisseurs du monde entier en crypto depuis leur compte titre. Il y a aussi le halving qui arrive sur le Bitcoin. Et donc, historiquement, c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui a très bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de chocs et de soubresauts. Au vu de cette performance, on pensait qu'il était important de l'inclure dans le portefeuille, mais en gardant une allocation qui est raisonnable. Donc ici, 10% de nos 100 000 €. Pour le choix des cryptos, on ne va pas partir sur le dernier coin à la mode, mais plutôt sur les classiques, ceux qui sont là depuis longtemps et qui seront encore là dans longtemps, à savoir le Bitcoin et l'Ethereum. La prochaine question à se poser, c'est comment vous allez pouvoir investir en crypto. C'est vrai qu'il y a plein d'options disponibles sur le marché. Chez Finari, on a récemment lancé notre solution qui permet de faire du DCA ou d'acheter en spot au comptant 25 cryptos. Et donc, c'est une façon très simple, surtout enregistrée en France auprès de l'AMF, d'investir dans cette classe d'actifs qui est intéressante. Si vous vous posez la question de savoir si vous avez besoin d'investir en crypto, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, le lien il est juste ici. Résultat des courses de la stratégie, pour la partie IMO et actions, on en a déjà parlé, c'est exactement les mêmes hypothèses. Pour la partie crypto, on a été extrêmement conservateur et on s'est dit que le rendement, ça allait être 12% par an. Il faut savoir que le rendement historique, rien que sur Bitcoin, on est plutôt à 50% annualisé sur les dernières années. Mais bon, on ne sait jamais où ça va aller, donc on se dit ça va surperformer la bourse, mais pas non plus de façon énorme. Avec un rendement de 12%, la stratégie au global va nous amener à 576 000 € au bout de 25 ans, ce qui est de loin la meilleure performance. Forcément, on prend un peu plus de risques ici en ajoutant la composante crypto. Du coup, si on reprend toutes les stratégies, on se rend compte que la plus rentable, c'est la stratégie numéro 5, action, IMO, crypto, qui va produire une performance qui est vraiment importante. On se rend compte aussi que les différences de performance sont très importantes, mais c'est normal. Et c'est ça le point qui est important. Il faut que vous choisissiez une stratégie qui corresponde à votre objectif, à votre horizon de temps et à votre capacité à prendre du risque. N'allez pas sur une stratégie risqué si vous n'êtes pas prêt à encaisser la volatilité associée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a donné des pistes pour mieux investir ces 100 000 €. Si vous avez d'autres idées d'investissement, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut!